Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux légions romaines, qui en se modernisant à partir de la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, elles sont devenues l'instrument implacable des conquêtes romaines. Des machines de guerre très organisées, constituées de soldats de métier, permettant de constituer un immense empire demeurant une redoutable machine de guerre jusqu'au bout. Vous voulez en savoir plus sur la légion romaine? Venez avec moi. L'armée romaine, qui est sans doute l'une des forces de combat les plus anciennes et les plus efficaces de l'histoire militaire, connue des débuts plutôt obscurs. Le biographe grec Plutarque attribue au fondateur de Rome, Romulus, la création des forces légionnaires telles qu'elles seraient connues à l'époque de la République et de l'Empire. Mais l'historien romain Tite Live affirme que les premiers soldats romains combattaient plutôt à la manière des hoplites grecs, dans une phalange très probablement sous la forme d'une milice civile. Le recrutement dépendant du statut social du citoyen. Le roi Servius Tullius, 575-535 avant Jésus-Christ, introduit 6 classes de richesse pour les citoyens de Rome. Le groupe le plus bas ne possédait aucune propriété et était exclu de l'armée, tandis que le groupe le plus élevé, les equites, formait la cavalerie. Malgré tout, Rome s'est faite par le glaive. Son armée serait née dès la fondation de la ville, au 8e siècle avant Jésus-Christ, d'après les auteurs antiques. Pour créer la Légion, il n'y en avait qu'une à l'origine. Romulus aurait pris pour modèle la phalange grecque. Cette formation de lanciers lourdement armés, conçue pour anéantir l'infanterie ennemie, et choisit 3000 fantassins, 300 cavaliers, parmi la population présente sur le mont Palatin, comme le raconte l'historien grec Plutarque. Le terme légion vient d'ailleurs du latin eligere, qui signifie choisir. La naissance d'une aristocratie guerrière apparaît contemporaine de l'édification d'une première citadelle sur le site de Rome, comme l'explique Pierre Côme dans son ouvrage L'armée romaine, 8e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ. Des découvertes archéologiques sur la colline de l'Esquilin ont permis d'en savoir davantage sur cette première force militaire romaine. Les soldats se battaient pour la plupart à pied, armés de pilum, de glaives et de dagues. Seuls les plus riches pouvaient se permettre de posséder une armure composée d'un casque et d'une cuirasse, les autres se contentant d'une petite protection rectangulaire. Les boucliers auraient été apportés par les Sabins, peuple situé au nord-est de Rome, qui s'est peu à peu installé sur la colline du Quirinal et du Capitole. Romulus se constitua aussi une garde personnelle, l'ancêtre de la fameuse garde prétorienne, chargée de protéger les empereurs. Il faudra attendre le 6e et avant-dernier roi de Rome, Servius Tullius, pour que l'armée connaisse sa première grande réforme. S'inspirant des méthodes de combat et de l'organisation militaire des Étrusques, le monarque scinde l'armée en deux, une pour la défense de la ville et l'autre pour les campagnes militaires à l'extérieur. Il divise les légionnaires par classe sociale. Les plus nantis et souvent les plus âgés partent au combat avec un casque, des jambières, une armure en bronze et un bouclier. Les plus pauvres, eux, se retrouvaient sur les champs de bataille, bien peu équipés. Le plus ancien compte-rendu contemporain d'une légion romaine est celui de Polybe, qui date d'environ 150-120 avant Jésus-Christ. Elle est désignée sous le nom de légion manipulaire, bien que les légions manipulaires se soient probablement développées vers le milieu du 4e siècle avant Jésus-Christ. On pense que la légion manipulaire, qui était basée sur des unités plus petites de 120 à 160 hommes, appelées manipulus, mot latin signifiant poignée, fut mise au point pour s'adapter aux formations des ennemis de Rome et pour pouvoir déjouer les formations des phalanges. L'avantage d'un tel changement peut être observé lorsque Rome combat les phalanges macédoniennes, capables de déjouer les manœuvres de leurs ennemis. Tite Live date cette progression en disant qu'à partir de 362 avant Jésus-Christ, Rome avait 2 légions et 4 légions à partir de 311 avant Jésus-Christ. L'armée manipulaire était purement citoyenne. À chaque époque, ils auraient repoussé Hannibal lors de la deuxième guerre punique 218-202 avant Jésus-Christ. Toutefois, il y avait déjà plus de 4 légions à cette époque. À mesure que la nature de l'armée romaine changeait, passant de campagnes limitées et saisonnières à un empire provincial, grâce au succès de batailles comme la bataille de Cynocéphale 197 avant Jésus-Christ et Pydna 168 avant Jésus-Christ. Les légions commencent à développer des bases plus permanentes, créant ainsi une pénurie en hommes. Lorsque Gaius Marius fut élu consul en 107 avant Jésus-Christ, il commence à enrôler des volontaires parmi les citoyens sans propriété et les équipes d'armes et d'armures aux frais de l'État.
La guerre sociale de 91 à 87 avant Jésus-Christ montre que la main-d'œuvre était toujours un problème pour l'armée romaine, car la citoyenneté fut accordée aux Italiens alliés à la fin de la guerre, ce qui permit de disposer d'un plus grand nombre d'hommes pour l'armée. Au tournant de la République et au début de la Rome impériale, Auguste réorganise l'armée romaine en augmentant la durée du service et en créant un trésor militaire, entre autres choses. L'armée continue à se développer notamment en adoptant des tactiques et des formations différentes, plus efficaces contre les nouveaux ennemis de Rome. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Rome déployait des unités de cavalerie cuirassée, et alors qu'elle avait déjà utilisé des armes de siège avec des engins de siège, lançant des flèches et des pierres, c'est au IIIe siècle après Jésus-Christ que Rome commence à remarquer l'utilisation de l'artillerie. Au début de la République, l'armée comptait 20 000 soldats, 19 000 étaient répartis dans des centuries, composées de 30 à 60 soldats, auxquels s'ajoutaient un millier de fantassins légers et d'archers, les vélites. Au cours des guerres contre les Samnites à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, les légionnaires se retrouvent en difficulté face aux unités mobiles de ces peuples montagnards de la péninsule italienne. Rome réagit en créant des groupes tactiques. Le dictateur Marcus Furius Camillus, dit Camille, à qui l'on doit les camps romains, invente alors une formation de combat en 3 lignes distinctes. Une première, frontale, constituée de soldats jeunes et agiles, les Hastati. Une deuxième, des troupes d'élite bien équipées, les Principes. Et une troisième, de vétérans, les Triarii. Une formation offensive qui sera utilisée dans toutes les principales batailles et qui obtiendra plus de victoires décisives que de défaites. Mais les disparités d'équipement et les longues mobilisations au sein de l'armée perturbent sa cohérence. Après l'effort de guerre fourni contre le rival Carthage, lors des 3 guerres puniques de 264 à 146 avant Jésus-Christ et de lourdes pertes, les classes inférieures, souvent des agriculteurs, furent lassées de retrouver leurs terres en friche après d'interminables campagnes militaires hors de la péninsule. Les soldats les plus aisés, eux, ne concevaient l'armée que comme une étape dans leur carrière politique. En 107 avant Jésus-Christ, le consul Marius se fait donc entendre au Sénat. Il fallait réformer en profondeur le système de recrutement si Rome voulait continuer à tenir ses provinces. Désormais, l'engagement dans les légions se ferait sur la base du volontariat. L'armée devint ainsi professionnelle avec un effectif de 130 000 hommes. Les légionnaires âgés de 17 à 60 ans étaient rémunérés. Un même équipement était fourni à tous les soldats, quel que soit leur statut social. Souhaitant échapper à leurs conditions, une foule de paysans et de prolétaires s'engage alors pour devenir des soldats de métier, mobilisés en permanence et non pour une partie de l'année, du printemps à l'automne comme c'était le cas auparavant. Cette réforme marienne officialise également une nouvelle restructuration de l'armée déjà testée lors des campagnes en Hispanie 183-181 avant Jésus-Christ. Une légion sera désormais composée de 10 unités, appelées des cohortes de 600 hommes chacune et numérotées selon leur spécificité de combat. Une organisation moderne qui permet une plus grande souplesse et une plus grande efficacité sur les champs de bataille. Notamment pendant la guerre de Jugurtha, 112-105 avant Jésus-Christ en Afrique du Nord. À ces 10 cohortes s'ajoutait la cavalerie répartie en 10 escadrons d'une trentaine d'hommes, des citoyens non romains venus des territoires conquis, étrusques, samnites, etc. Répartis en groupes de 500 hommes environ, ils étaient toujours inférieurs en nombre aux légionnaires romains. Les généraux se méfiaient en effet de la fiabilité de ces alliés de Rome. Et l'histoire leur donnera raison. Formés aux côtés des troupes romaines, Vercingétorix se retourne contre elles en 52 avant Jésus-Christ pendant la guerre des Gaules. Sous le commandement d'un consul ou proconsul, l'armée s'avérait redoutable, mais la guerre sociale qui secoua les fondements de la République de 91 à 88 avant Jésus-Christ eurent des conséquences néfastes pour elle. On enrôle à tour de bras des esclaves affranchis, nécessaires au maintien de l'ordre. L'armée compte jusqu'à 55 légions pendant cette période, soit environ 330 000 hommes, un nombre très élevé qui nuit à sa qualité et coûte cher à l'État. Tout au long du 1er siècle avant Jésus-Christ, les armées romaines serrent les intérêts de généraux aux ambitions démesurées, tels que Sylla, Pompée, César, Crassus, qui partent à la conquête du pouvoir, ce qui mènera la République romaine à son terme.
Au début de son règne, l'empereur Auguste, assuré de la Pax Romana, réduira les effectifs à 28 légions, issues d'un recrutement de qualité, et distinguera les garnisons de Rome et celles des provinces, une configuration qui perdure pendant près de 2 siècles. La formation standard des manipules était le triplex Axis, avec des troupes alignées sur les 3 lignes de profondeur, les Astati à l'avant, les Princess au milieu et les Triarii à l'arrière. Chaque soldat occupait un espace d'environ 1 mètre carré, ce qui lui permettait de lancer son pilum et de manier efficacement son glaive. Les multiples manipules étaient souvent espacées d'une distance égale à leur propre largeur par rapport aux manipules suivants, dans une formation décalée semblable à un échiquier, que l'on a appelé quinconce. Une fois les batailles commencées, c'était souvent au commandant subalterne plutôt qu'au général de veiller à la motivation des troupes. Les Romains développent également de nombreuses tactiques et méthodes militaires qui seraient utilisées pendant les siècles à venir, ainsi que des tactiques uniques à une situation donnée. Lorsque Brutus fut assiégé par Marc-Antoine à Moutine en 43 avant Jésus-Christ, le siège fut levé lorsque Brutus apprend les plans et les actions de l'ennemi. Des lettres furent attachées au cou des pigeons, et ceux-ci, aspirant à la lumière et à la nourriture, se dirigent vers les plus hauts bâtiments et furent capturés par Brutus. Lorsque Quintus Sartorius fut dépassé par la cavalerie ennemie, alors pendant la nuit il creusa des tranchées et rassembla ses forces devant elle. Lorsque les escadrons de cavalerie arrivent, il retire sa ligne de bataille. La cavalerie le poursuit de près, tombe dans les fossés et de cette façon fut vaincu. Il existe également des formations contre la cavalerie. Dion Cassius décrit une formation défensive particulièrement utile contre la cavalerie. Les Romains se formaient en une masse compacte de façon à faire à l'ennemi en même temps et la plupart d'entre eux plaçaient leurs boucliers sur le sol et mettaient un pied dessus pour ne pas trop glisser. S'ils étaient complètement entourés, cela formait un carré creux. Comme on l'a vu, l'armée romaine, célèbre pour sa discipline, son organisation et ses innovations en matière d'armes et de tactique, permet à Rome de construire et de défendre un immense empire qui pendant des siècles allait dominer le monde méditerranéen et au-delà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.